Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette deuxième étape de notre exploration intérieure à la rencontre de l'amour de soi. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un petit mot ou que ce soit sur le groupe Facebook ou que ce soit en message privé. Je trouve ça vraiment chouette parce que ça permet quand même de faire un travail de groupe que je trouve très stimulant en fait. Ça nous permet de nous donner des petits tuyaux et puis de ne pas se sentir seul. Il y a des personnes qui me l'ont envoyé en privé parce que le groupe que j'ai créé sur Facebook était en mode public et c'est vrai que j'avais pas pensé à vérifier cette confidentialité et tout le monde n'a pas envie que ce genre de choses s'affiche sur le fil d'actualité de tous leurs proches, de leurs connaissances, de leurs collègues de travail, ce que je comprends tout à fait. Donc, je voulais vous dire que j'ai passé le groupe en privé, mais que ça va prendre à peu près 3 jours apparemment pour que ce soit effectif. Voilà. Alors, aujourd'hui, cette étape va s'appeler Je comprends mon unité et mon unicité. J'ai toujours mes petites notes ici. Donc, c'est cette carte ici qui s'est présentée pour ce deuxième jour, la déesse aux 10 000 noms, avec plusieurs visages, plusieurs bras. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler en réalité avec ce titre Unité, unicité, je suis un et je suis unique. Donc aujourd'hui, on va essayer de prendre conscience, partir à la découverte de toutes nos divisions intérieures. Et souvent, on n'en est pas conscient qu'on a autant de divisions intérieures. Alors, qu'est-ce que c'est que ces divisions intérieures? Eh bien, très souvent, c'est les étiquettes qu'on se colle dessus ou qu'on nous colle, les traits de caractère, ouais, voilà, tout ce qui est étiquette, machin est comme ci ou comme ça, c'est souvent des traits de caractère, oui. Ou des habitudes, voilà. Ou bien c'est aussi les rôles dans lesquels on nous enferme ou dans lesquels on s'enferme soi-même. Euh, alors, ça, c'est quelque chose qui peut s'être fait naturellement parce que ben, on a affiché peut-être très tôt un trait ou deux traits de caractère en particulier, ou certaines capacités, certaines tendances, et que bah, ça a été remarqué par l'entourage, hein, par les parents, par la famille, et puis bah, vous savez comment c'est, on dit ah, ben, celui-là ou celle-là, il est comme ci ou comme ça, puis lui c'est notre petit clown, et puis lui c'est l'intello de la famille, et puis voilà. Alors ça fait partie de choses des étiquettes qu'on pose sur nous. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, mais c'est des étiquettes. Euh, alors, que je me reprenne. Ou alors, ça peut être, pas seulement ça, quelque chose qu'on s'est appliqué à faire pour se faire plus accepter des autres, pour se faire aimer, pour se faire remarquer, pour plein de raisons, hein. Ça fait partie des constructions, en fait, hein, de l'enfance. Ça fait partie des stratégies de notre mental, de notre ego, pour survivre, entre guillemets, hein, au niveau social, parce que c'est une survie, hein, tout ce qui est social. Euh, donc ça va être des choses aussi qu'on a développées parce que peut-être, je ne sais pas si on avait un parent qui avait tendance à être souvent malade. Alors on a pu peut-être s'appliquer à être très discret ou à se mettre à son service, à beaucoup s'occuper de ce parent. Ou ben, du coup après on a pu perpétuer ça en fait, quelque part tracer notre chemin en continuant de cette manière. Ou vous voyez un petit peu comment ça peut se passer. Donc, comme je vous le disais, en général, c'est quelque chose qui est totalement inconscient et c'est quelque chose qui remonte très souvent à l'enfance, mais c'est quelque chose qui peut évoluer au fil du temps et il y a des caractéristiques qui peuvent changer et notamment dans les rôles qu'on joue. Il y a un petit peu aussi, après, quand on devient adulte, la vie professionnelle. On a tous été confrontés à ça à un moment donné. Quand on rencontre quelqu'un, on discute un petit peu, puis très rapidement, la question arrive, que fais-tu dans la vie? Et que fais-tu dans la vie? Eh bien, on va donner son métier. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu euh, comment dire, à quel point ça rétrécit en fait, hein, le champ de tout ce qu'on est, à quel point c'est réducteur, voilà le mot que je cherche, à quel point c'est réducteur, parce que qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh ben, je suis institutrice, je suis commerçant, oui, mais enfin, la vie ne se résume pas au travail, mais c'est comme ça, c'est ancré, vous voyez? Donc, ici, ça va ressortir par ce genre de choses. Et puis, ça va aussi ressortir par les surnoms. Le plus souvent, si vous voulez quand même
avoir une idée un petit peu des étiquettes ou des rôles, hein, voilà, de ces divisions-là. Cherchez dans les surnoms qu'on vous donne, qu'on vous a donnés au cours de votre vie, les, les, euh, les surnoms aussi que vous vous êtes donnés, hein, parce qu'on est les premiers hein, à dire ah ben moi je suis comme ci, ou moi je suis comme ça, ou moi je suis mise tête en l'air, ou vous voyez un petit peu. Donc ça peut être intéressant. Déjà, la première des choses, c'est de vous faire une petite liste. Quels sont les surnoms? Et vraiment un truc complet, quoi, hein, pour voir. Déjà, pour faire un état des lieux et prendre conscience de tout ça. Ah, je ne me rendais pas compte qu'il y avait tout ça. Et puis également, essayer de répondre à cette question différemment. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie en dehors de ton métier, en définitive. Euh, Pourquoi c'est important? Parce que même si ces traits de caractère ou même si ces rôles-là sont positifs, hein, si on vous dit ah ben machine elle a le cœur sur la main, ouais ok, ben, c'est tout à son honneur. Mais est-ce que machine elle est juste quelqu'un qui a le cœur sur la main? Et puis le jour où machine elle dit non ou elle est fatiguée, elle n'a pas envie de rendre un service ou voilà, elle n'a pas les capacités de le faire, qu'est-ce que ça fait? En fait, toute sa personnalité s'effondre, toute son image s'effondre, elle n'est plus cette image-là. Donc ça pose un petit peu problème, même beaucoup. Par exemple aussi, quand on arrive à l'âge adulte et par exemple, ben, on devient parent. Il y a des personnes hein, qui basculent entre guillemets, qui ne se définissent plus que dans leur rôle de parent. Est-ce qu'on est que parent? Est-ce qu'on est que personne qui travaille? Est-ce qu'on est que le mari ou l'épouse de? Voilà. Est-ce qu'on est obligé d'être quelque chose? Voilà. Est-ce qu'on est obligé de qualifier ce qu'on est? Ça c'est important en fait d'en prendre conscience. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en réalité, ces étiquettes, ces divisions conditionnent, tout simplement. Quand on vous a dit, enfant, toi, tu es le clown de la famille, il y a eu une espèce de construction mentale qui fait qu'on va s'appliquer à correspondre à ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas que ça. On n'est pas que le clown, on n'est pas que l'intello, mais quelque part, l'information est enregistrée et ça fait comme une programmation à l'intérieur du cerveau. Et puis, ben, du coup, le cerveau, le mental, hein, va s'appliquer à faire en sorte que vous correspondiez, euh, peut-être pas tout le temps, mais en grande partie à cette information, à cette programmation. Et évidemment, quand on est dans le conditionnement, on n'est pas euh, dans la plénitude de son être, on n'est pas soi-même, on n'est qu'une petite partie de soi-même. Et forcément, ça c'est un problème parce on est là pour être des êtres euh, complets, euh, qui rayonnent complètement. Et à partir du moment où on n'est qu'un petit fragment, ça pose problème. On n'est pas que la partie émergée de l'iceberg, il y a bien plus qui est en dessous. Et puis si on s'intéresse qu'à la partie émergée de l'iceberg, ça peut poser des gros problèmes. Il n'y a qu'à voir dans Titanic comment ça s'est terminé. Ça s'est très mal terminé. Non, je rigole. C'est pas forcément dramatique, mais au niveau de l'amour de soi, oui, ça peut être dramatique. Donc ça nous amène à un questionnement sur qui je suis. Est-ce qu'on est capable de répondre à cette question? Est-ce que moi, je suis capable de dire qui je suis? En dehors de je suis machin, voilà, je fais des vidéos, je suis sympa, je pense être sympa, voilà. Bon, en dehors de ça, qu'est-ce que je suis? Est-ce que c'est possible en réalité de définir qui je suis? Est-ce qu'on n'est pas plus que des mots? Parce que moi, je pense qu'il n'existe pas de mots pour qualifier chacun d'entre nous, puisqu'on est tous uniques. À ce moment-là, il faudrait inventer un mot qui qualifierait chaque personne parce qu'il y a tellement de facettes différentes emboîtées les unes dans les autres. C'est comme s'il y avait des tas de caractéristiques et puis qu'on les avait mises ensemble et que pour chaque individu, en fait, on avait mélangé et paf, cet assemblage-là, ça donnait à chaque fois un résultat qui est complètement unique et qui n'existe nulle part ailleurs. Donc il faudrait un mot pour les 7 milliards d'humains qu'il y a sur cette planète et je ne pense pas que ce soit possible. Donc essayer de se qualifier, c'est forcément réducteur. Ça, je pense que c'est une erreur qu'on fait largement et c'est dû au fait que par rapport à nos sens,
en tant que personne incarnée, en tant qu'être humain, on a besoin de mettre dans des cadres. Et là, en fait, le, la démarche, c'est de pouvoir ouvrir, en fait. Et de ne pas mettre de cadre, de limite, de s'accepter en tant qu'être illimité. Voilà, donc c'est vraiment un gros dossier, une grosse démarche. Je ne sais pas si c'est possible de le faire complètement, mais en tout cas ici, le but, c'est quand même de commencer à se poser la question à ce niveau-là et de commencer à se rendre compte que justement, on est trop dans la limitation, on est trop dans la réduction et que normalement, on peut être beaucoup plus que ça, on peut être plus que juste un parent. Enfin, moi, je vois, j'ai une sœur qui a toujours été très maternelle et puis ça se voit à l'heure actuelle dans son surnom parce que en fait, on l'appelle Mama. Mama Jo, puisque son nom c'est Jo. Et donc, dans la famille, tout le monde l'appelle Mama Jo. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, eh ben, dans son comportement, elle est maman. Elle est maman avec tout le monde, mais elle est dans l'oubli total d'elle. Donc, quelque part, à quel moment est-ce que c'est vraiment son tempérament et à quel moment le surnom l'a conditionné? De toute façon, il y a une interaction entre les deux. Et après, ça fait comme une forme de cercle vicieux. Donc, le but ici, c'est quand même d'arrêter le cercle vicieux, déjà par la prise de conscience et de commencer à sortir un petit peu de ce conditionnement et d'agir de plus en plus en étant soi-même, en étant en accord avec soi-même. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'ici, on est en train de parler de s'aimer. Et s'aimer, c'est pas juste s'apprécier, c'est avoir de l'amour, ressentir de l'amour pour soi. Et beaucoup de gens, dont je fais partie, hein, font l'erreur de dire oui, mais je m'aime, je le sais que j'ai des qualités, je me reconnais telle qualité, telle qualité, telle qualité. Et ça, j'en ai pris conscience en écrivant justement le texte hein, pour aujourd'hui, enfin la trame de ce que je voulais vous dire. Euh, c'est quelque part une erreur parce que s'apprécier et se reconnaître des qualités, c'est vide de sens s'il n'y a pas vraiment le sentiment, s'il n'y a pas vraiment l'amour derrière. C'est comme écrire une liste de courses, oui, il me faut des carottes, machin, oui, je suis intelligente, oui, machin. Bon, ben, ok, et alors? Et alors? Est-ce que, euh, pour vous montrer un petit peu, pour vous donner un exemple, quand vous aimez quelqu'un, que ce soit un conjoint, que ce soit un parent, que ce soit un enfant, est-ce que vous dites je l'aime parce que il est intelligent, parce que il est beau, parce qu'il a une belle voiture, il ou elle, hein, j'aime mon enfant parce qu'il est brillant, parce qu'il fait jamais de bêtises. Est-ce que c'est ça? Non. En réalité, quand vous aimez quelqu'un, le plus souvent on dit je ne sais pas pourquoi. Ben non, parce qu'en fait, on ne peut pas mettre de mots sur cet amour, on ne peut pas raccrocher des conditions à ça. Quand vous raccrochez des conditions, on parle beaucoup de l'amour inconditionnel. Hein. En fait, l'amour inconditionnel, c'est un euphémisme. L'amour est forcément inconditionnel, le vrai amour. Quand vous commencez à mettre des conditions à l'amour, ça veut dire qu'à partir du moment où une de ces conditions n'est pas remplie, l'amour s'effondre. Donc, ce n'était pas de l'amour. Pour vous, c'est exactement la même chose. Si vous pensez que vous vous aimez parce que vous vous dites, vous vous répétez tous les jours des phrases en vous disant... où vous faites une liste et vous vous dites ouais mais parce que ça je le réussis ou je suis drôle ou je suis intelligent, je suis beau ou machin. Oui mais en fait le jour où vous êtes en dessous, le jour où vous n'êtes pas au top de l'intelligence, le jour où vous n'êtes pas très marrant, qu'est-ce qui se passe? Vous vous aimez pas? Donc voilà, ça c'est quelque chose dont il faut prendre conscience pour réussir à s'aimer soi-même. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de ces étiquettes, de ces conditionnements. Et pour en sortir, il faut prendre conscience déjà qu'on les a. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, tout simplement, ben, c'est de noter déjà tout ce qui vous vient à l'esprit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis quoi? Quels sont mes surnoms? Comment je me définis? Voilà, les définitions. Comment je me définis? Comment les autres me définissent? Vous pouvez même demander à des personnes de votre entourage comment elles vous définissent, dans les bons comme dans les mauvais côtés. Et puis ce que je vous propose également, ce que j'ai noté, c'est que à la fin, vous pouvez barrer je suis et remplacé par il m'arrive d'être ça, il m'arrive d'être drôle, il m'arrive d'avoir le cœur sur la main. Mais déjà, par le il m'arrive, on sent qu'on sort du conditionnement parce qu'on ne se met pas la pression de dire, par exemple, entre j'ai le cœur sur la main et où je suis serviable et il m'arrive d'être serviable. Vous voyez bien que dans le il m'arrive d'être serviable, on s'impose moins de l'être. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a des moments où on
on n'aura pas envie d'être serviable, on ne sera pas en capacité de le faire. Et là, du coup, on égratigne moins notre estime de soi. Il ne faut pas oublier ça, c'est qu'il y a une pression qu'on se met. Cette pression est souvent due au conditionnement. Quand on se dit « je suis serviable » ou « j'ai le cœur sur la main », quelque part, on s'oblige à être tout le temps dans cet état d'esprit-là. Alors, attendez, que je me retrouve, parce que c'est le fouillis, c'est comme dans ma tête. Même quand j'écris, c'est le fouillis. Ah oui, donc vous pouvez le remplacer par il m'arrive ou par face à telle situation, je peux être. Donc ça, c'est quand même... c'est plus intéressant de le noter comme ça parce que ça vous permet de ne pas vous définir comme ça, mais de vous dire que c'est factuel. C'est par rapport à certaines interactions que vous allez pouvoir faire ça. Ou alors, vous pouvez même le prendre à la rigolade comme il m'arrive ou dans certaines situations, je fais mon clown, mais ça ne veut pas dire je suis un clown. Je fais mon clown. Ça fait partie, c'est une des facettes, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas ma définition globale. Donc après, vous pouvez terminer par « mais je suis bien plus encore ». Alors, dans certains cas, on voit bien que ces facettes peuvent être utiles et qu'on peut y faire appel, notamment, je ne sais pas, dans le travail. Exemple, quelqu'un qui va être qualifié de grand bosseur, dans son travail, effectivement, ça va être un atout indéniable. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire appel à cette facette pour dire, voilà, quand je suis dans mon travail et que là, j'ai très peu de temps et j'ai beaucoup de travail à rendre, je fais appel à ma facette de bosseur. Par contre, une fois que je suis sortie du travail, cette facette-là, je la mets de côté et je vais à la rencontre des autres parties de moi. Je n'emmène pas ça avec moi parce que forcément, on comprend que quelqu'un qui est qualifié de grand travailleur, s'il reste que dans ce conditionnement-là, même quand il sort du travail et qu'il est chez lui, il est encore dans le je bosse, je bosse, je bosse et il ne profite pas de sa vie de famille ou de sa vie tout simplement pour se faire plaisir. Je ne sais pas si c'est clair à la nuance, vous me direz, mais c'est pour vous dire qu'en fait, ces divisions en elles-mêmes ne sont pas négatives. Ce qui est négatif, c'est que ça nous empêche d'aller à la rencontre des autres facettes qui sont peut-être moins évidentes ou qui ont été moins évidentes étant petits ou à certains moments de notre évolution, mais ça ne signifie pas qu'elles ne sont pas là. Voilà, ça signifie qu'à un moment donné, on s'est construit d'une manière, mais que maintenant, il est peut-être temps d'aller à la découverte des autres et d'en mettre d'autres en avant. Donc aussi, ce que je vous propose, c'est de pouvoir réfléchir à l'impact que ces rôles ou ces étiquettes ou ces surnoms ont eu dans votre vie et de quelle manière ça a pu les conditionner. Donc là, c'est quand même un travail un peu important d'introspection. Ce qui peut être intéressant, si ça vous dit, bien sûr, comme toujours, c'est des propositions, c'est de noter, d'écrire. Alors, moi, j'ai commencé un petit carnet où chaque jour, selon la thématique, j'écris des choses. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça, après, c'est personnel, mais je trouve que l'écriture est intéressante dans le sens où elle permet de faire ressortir des choses beaucoup plus facilement que si juste on les gardait dans la tête. Et ça permet de faire ce qu'on appelle l'écriture automatique. Donc je vous rassure, ça n'a rien à voir avec l'écriture pour entrer en contact avec des défunts, c'est pas du tout ça. Automatique, c'est dans le sens où à un moment donné, ça va neutraliser le mental et qu'on va pouvoir avoir accès à une communication avec son inconscient. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on veut. On peut se mettre à écrire comme ça. Le but, c'est de ne pas lever le stylo et d'écrire tout ce qui nous passe par la tête, y compris quand on n'a rien qui nous passe par la tête. On peut dire j'ai rien dans la tête, je sais pas quoi écrire, ou ce qu'on voit, ce sur quoi les yeux se portent. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui remontent, c'est automatique. Ici, il y a un sujet, donc vous pouvez peut-être commencer à écrire à propos de ça, à propos de ces rôles, et ça peut être intéressant de voir où ça vous mène en fait, qu'est-ce qui en découle de ça, ça peut être intéressant et ça peut être très surprenant. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire parce que là j'ai l'impression d'avoir été un peu fouillie. je ne suis pas fouillie, mais il m'arrive d'être fouillie assez souvent. Donc, n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires, dites-moi dans vos retours. Et puis, j'espère que ça pourra vous aider. Et je vous dis à demain.